le secteur de la santé. Cette rencontre se veut donc un espace de dialogue, de réflexion et surtout de valorisation des expertises nationales. Au cours de cet atelier, plusieurs moments importants marqueront notre échange, notamment le discours de bienvenue du coordinateur du projet Passeport Guinée au compte des 6, mais aussi le discours d'ouverture de notre atelier. Ensuite, nous aurons la présentation de la communauté ESIS assurée toujours par le coordinateur. Puis, nous aurons la présentation des responsables des comités de réflexion et de coordination, ainsi que les membres d'ESIS présents à cet atelier. Nous aurons donc, après ces présentations, une session de questions, commentaires et de suggestions. Puis, nous passerons à la présentation du contexte du projet Passeport Guinée et la méthodologie du projet. Nous aurons après une pause petit déjeuner, puis nous reprendrons avec la présentation des différents résultats, à savoir les résultats BAC, expériences, facilitateurs et barrières, opportunités et leviers d'action, mais aussi les recommandations. Et à la suite de ça, nous aurons aussi une deuxième session de questions, commentaires et suggestions, puis nous aurons des travaux de groupe et nous terminerons par des plénières et la synthèse des discussions et une photo de famille pour marquer cet événement important. Mesdames et messieurs, permettez-moi donc de commencer par le premier discours. Et pour cela, j'ai l'honneur d'appeler un homme qui n'est plus à présenter. Lui donner la parole, c'est comme l'attribuer tous les privilèges de ce monde. Personnalité engagée, passionnée et profondément investie dans le renforcement du système de santé en Guinée et en Afrique, il est médecin, enseignant-chercheur en santé publique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est un acteur reconnu dans le domaine de la gestion des systèmes de santé et de politique. Son parcours illustre parfaitement l'alliance entre l'excellence académique, l'engagement pour la recherche et la volonté de transformer les connaissances en actions concrètes pour améliorer durablement la santé des populations. Il est formé à l'Institut de santé publique et d'épidémiologie et de développement à l'INSPED de Bordeaux, avec des travaux consacrés au système de santé apprenant, chercheur, formateur, leader de projet. Il cumule plus de 10 années d'expérience au service de la formation des professionnels de santé, de la production de connaissances scientifiques et du renforcement des systèmes de santé. Il est notamment chef du projet Passeport Guinée et fondateur de la communauté expert du système de santé. Une initiative ambitieuse qui vise à rassembler les expertises, encourager l'apprentissage collectif et bâtir des solutions durables pour notre système. Mesdames, Messieurs, avec toute la reconnaissance et toute la chaleur que nous vous demande, avec une salle d'applaudissements, d'accueillir ici et même et avec moi le docteur Tamba Mina Miniboudou pour son discours de bienvenue. S'il vous plaît, on l'applaudit jusqu'au lutrin. Docteur Tamba, la parole est à vous. Merci, cher docteur Aïssatou. Mesdames et messieurs les représentants des autorités sanitaires et académiques, mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, chers partenaires, chers collaborateurs, chers participants et participantes à l'étude de base du projet Passeport Guinée, chers maîtres, chers membres de la communauté ESIS, distingués invités, bonjour. C'est pour moi un grand honneur de vous accueillir à cet atelier consacré à la présentation de la communauté des experts du système de santé, à l'abrégé communauté ESIS, et à la restitution des résultats de l'étude de base du projet Passeport Guinée, entendu par partenariat pour des systèmes de connaissances renforcés en Guinée. Votre présence en ce lieu, en dépit de vos agendas chargés, témoigne de l'importance que vous accordez à la construction collective des systèmes de santé plus solides et plus durables. C'est un signal fort et nous en sommes sincèrement sensibles. Aujourd'hui, plus que jamais, nous faisons face à des défis multiples et complexes. Crise sanitaire, pression démographique, contraintes économiques et financières, changement climatique, ainsi que des exigences croissantes de qualité, de transparence et de redevabilité. Pour y répondre efficacement, il ne suffit plus de disposer des structures ou des ressources.
il faut des systèmes de santé apprenants. Des systèmes capables de collecter, d'analyser et de transformer en continu les données et les expériences en savoir utiles pour la prise de décision et l'action, afin d'améliorer la gouvernance, l'efficacité et la résilience. Un système de santé apprenant n'est pas figé. Il évolue, il s'adapte, il se nourrit de la recherche, de ses propres expériences, des expériences d'autrui, des boucles d'apprentissage et des retours de terrain pour améliorer ses réponses et renforcer sa résilience. Mesdames et messieurs, notre communauté ici, c'est un espace de réflexion, de collaboration et d'action qui rassemble des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des décideurs, des praticiens et des jeunes professionnels engagés pour la production et l'utilisation des données probantes au service de la santé en Guinée et en Afrique. Notre conviction est simple mais puissante. Les décisions de santé doivent être éclairées par des preuves solides. C'est dans cet esprit que nous avons initié le projet Passeport Guinée avec le soutien financier de l'Organisation mondiale de la santé, OMS Genève, à travers l'Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé. Ce projet traduit notre vision, être un catalyseur du système de santé apprenant. L'étude de base dont nous vous présentons les résultats aujourd'hui constitue donc une étape essentielle. Elle nous permet de comprendre les résultats du terrain, d'identifier les priorités et de tracer ensemble les perspectives d'amélioration. Ces résultats nous appartiennent à tous. Ils décrivent notre réalité, nos forces, nos défis et surtout, ils nous indiquent le chemin à prendre. Au-delà de cette restitution, je voudrais lancer un appel au soutien. La communauté ici, ce n'est pas une structure isolée. Elle vient en appui aux efforts des autorités politiques, sanitaires et académiques pour renforcer les systèmes de santé en Afrique. Elle a besoin donc de l'engagement de toutes les parties prenantes pour amplifier son impact. Rejoindre ou soutenir ESIS, c'est contribuer à bâtir un espace de réflexion et d'action collective et c'est aussi aider à mobiliser les ressources financières et logistiques indispensables à la pérennité de nos interventions. Chers invités, cet atelier est donc plus qu'une restitution scientifique. C'est un espace de plaidoyer, de dialogue et de co-construction où chaque voix compte. Les autorités ici présentes, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, les jeunes, chacun et chacune de vous est un maillon indispensable de cette chaîne de savoir et d'action. Votre présence ici n'est pas seulement symbolique. Votre expertise, vos questions et vos contributions seront au cœur de nos échanges aujourd'hui. Ensemble, nous avons la responsabilité et la capacité de transformer la recherche en action concrète pour notre population. Je formule le vœu sincère que cet atelier soit le point de départ d'une collaboration renforcée, durable et fructueuse entre nos institutions, au service de la santé de toutes les Guinéennes et de tous les Guinéens. Permettez-moi de conclure en réaffirmant l'engagement de la communauté ici à accompagner la Guinée dans le renforcement de ses systèmes de connaissances à tous les niveaux. Nous sommes convaincus que cette initiative, nourrie par la science et portée par la responsabilité collective, ouvrira la voie à des avancées durables pour notre pays et pour l'Afrique. Ensemble, nous pouvons bâtir un système de santé guinéen plus résilient, capable de répondre aux besoins des populations et de s'adapter aux défis futurs. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement et je souhaite à nos travaux de ce jour plein succès. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, Dr Tambamina Milimono. Ensemble, nous pouvons bâtir un système de santé guinéen plus résilient, capable de répondre aux besoins des populations et de s'adapter aux défis futurs. Quel beau discours. Merci beaucoup encore une fois. Comme vous savez, mesdames et messieurs, il est important en santé publique d'avoir l'avis de toutes les parties prenantes. Et le projet Passeport Guinée, mais aussi la communauté ESIS ne fait pas marche à cela. Nous allons donc passer la parole au représentant des organisations des sociétés civiles, Dr Moussa Cissé, pour son mot. Je vous prie de l'applaudir. Merci de m'avoir donné l'opportunité. Bonjour, chers participants et participantes. Monsieur le directeur de la MCA, Madame la directrice
directrice adjointe du CIA, Monsieur le conseiller principal du ministère de la Santé et de la République, Mesdames et Messieurs, chers cadres, c'est pour moi un devoir et un honneur de participer à cette activité qui est d'une importance capitale quand il y a question de recherche et pour matérialiser un peu ce qui peut aider le système à avancer. Je pense que la création d'une telle communauté peut être remerciée qu'à sa juste valeur. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pouvons jouer pleinement notre rôle à côté de ces initiatives pour pouvoir aider à transformer les préoccupations des citoyens à la base pour que les politiques soient durables. Je le dis tantôt que lorsqu'on n'arrive pas à questionner les problèmes qui sont à la base, que nous sommes en train de faire un pilotage à vue. Et je pense que le ministère de la Santé et de la République est autour de la table. Ils sont conscients de ce que nous sommes en train de faire. Donc chaque partie prenante doit jouer pleinement leur rôle. L'université est en train de faire le sien et chaque entité devrait contribuer à cela. Je le dis tantôt que nous avons un dénominateur commun, c'est les citoyens à la base, que nous sommes tous. Alors, cette invitation, le Conseil national de l'éducation de la société civile par ma voix vous remercie de cette invitation et nous restons disponibles pour pouvoir accompagner ce processus à bon port. Cet espace qui va être partagé nous permettra de toutes les façons de transformer le système de santé que nous connaissons davantage. La question de recherche, surtout la recherche-action, nous en parlons assez autour des différentes initiatives. Je pense que le procès est dans la dynamique pour pouvoir essayer de matérialiser ce cas d'effet. Donc nous invitons le ministère de la Santé à encore beaucoup plus d'efforts en termes de budget, parce que la réalité des ressources est une réalité. La question fondamentale aujourd'hui, comment nous pouvons faire en sorte de partir vers la mobilisation domestique des ressources. Et on ne peut pas aller vers ça sans avoir des bases sur des recherches tangibles, fondées sur des résultats crédibles, qui pourront aider les décideurs à pouvoir prendre des décisions qui sont les leurs. Alors c'est sur ce mot que je vous remercie et merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Dr. Moussa. Nous restons disponibles à accompagner tous les projets de santé et nous serons une voix au sein du ministère de la Santé pour que tous les projets aboutissent. Merci beaucoup. Nous continuons donc avec le prochain. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, il y a des hommes qui dirigent, mais il y a ceux qui rêvent. Il y a des hommes qui parlent d'avenir, mais il y a ceux qui le construisent patiemment, courageusement, mais aussi jour après jour. L'homme que nous avons l'immense privilège d'écouter tout à l'heure fait partie de ces âmes rares qui transforment la vulnérabilité en force, le silence en voix et l'espoir en action. Son leadership est empreint d'humanité, son engagement est guidé par une conviction profonde et aujourd'hui nous ne recevons pas seulement un directeur d'un centre d'excellence, mais nous accueillons un bâtisseur de destin, une semence d'espoir, un homme dont le parcours inspire et dont la voix rassure et l'action transforme. Mesdames et messieurs, c'est aussi mon mentor, c'est aussi mon papa. Je vous prie d'applaudir le professeur Alexandre Bellarmine pour son nom. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je pense que je n'ai plus rien à dire. Après tous ces éloges, merci beaucoup. Et Mesdames et Messieurs les distingués invités, à vos titres et fonctions respectives, tout protocole réservé, chers collègues, chers partenaires, je voulais juste dire un mot au nom du Centre d'Excellence, mais aussi au nom de nos autorités de la Faculté des Sciences et Techniques de la Santé et de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est celui de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour au Centre d'Excellence d'Afrique pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Donc, la communauté E6 que nous avons
aujourd'hui, c'est une communauté, n'est-ce pas, qui a été créée au sein du centre d'excellence, en particulier dans l'unité des politiques et systèmes de santé. Et donc, c'est une communauté qui incarne une ambition collective, celle de structurer un espace d'apprentissage et de réflexion stratégique au service de la production, du partage et de l'utilisation des connaissances pour améliorer durablement les politiques et les pratiques de santé, tant en Guinée, mais aussi en Afrique. Et une des actions concrètes de cette communauté de pratiques, c'est le projet, n'est-ce pas, Passeport. Le projet Passeport Guinée, que nous portons en collaboration avec le centre de Mafereya et le bureau de stratégie et développement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un projet qui bénéficie d'un financement du bureau de l'OMS à Genève et qui vise à renforcer les capacités nationales en matière de valorisation des résultats de recherche afin de soutenir des décisions éclairées et des interventions efficaces. Et vous comprenez donc que votre présence aujourd'hui est extrêmement importante pour nous, en ce sens qu'elle va nous aider, n'est-ce pas, à faire émerger des recommandations opérationnelles qui sont adaptées aux réalités du terrain pour un système de santé plus performant. Et je termine donc en vous souhaitant un agréable séjour au sein de notre centre et des travaux fructueux. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Alexandre Delamont. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole à la personne qui va ouvrir officiellement cet atelier, permettez-moi de rappeler la présence de certaines personnalités parmi nous. Je vous prie de les applaudir à tour de rôle. Nous avons ici le recteur de l'Université La Source, le professeur Damon Sano, que je vous prie de mentionner. Nous avons parmi nous le professeur Labile Togba Soumaoro, également, que je vous prie de mentionner. Nous avons aussi le docteur Kondano Sayao, que je vous prie d'applaudir. Nous avons parmi nous aussi le docteur Barry, ancien directeur des établissements hospitaliers publics et privés au ministère de la Santé. Nous avons parmi nous le docteur Philippe Denabel, que je vous prie d'applaudir. Nous avons également le docteur Abdoulaye Kaba, conseiller principal de l'ancien ministre de la Santé, le docteur Omar Djoubé-Ba, que je vous prie d'applaudir. Parfait alors. C'est bien alors. Je vois que vous êtes concentrés. Merci beaucoup. Donc nous allons continuer avec celui qui va. Nous avons également professeur Mariama Sadio Diallo, DGA du Centre d'Excellence africain pour la prévention et le contrôle de la santé. Et vous-même qui êtes ici présent, je vous prie de vous applaudir. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'honneur d'appeler ici un homme de conviction, d'écoute, de patience et de douceur. Un homme qui croit profondément que la diversité est une richesse et que la paix se bâtit sur le respect mutuel, la tolérance, mais aussi le travail collectif. Sous sa direction, l'école doctorale s'affirme comme une institution forte, dynamique et visionnaire, véritable moteur du changement et garant du bon déroulement des études. Son engagement ne se limite pas aux mots. Il s'exprime dans des actes concrets, à savoir la défense des étudiants, la promotion de la bonne gouvernance, la valorisation de la jeunesse et la place essentielle accordée aux femmes dans cette école doctorale. Mesdames et messieurs, fidèles à ces principes, courageux face aux défis, lucides devant les réalités, je vous prie d'applaudir celui que j'appelle affectueusement mon papa également, que le professeur Alexandre m'excuse, mais là il s'agit du professeur Sidibé. Merci, ça c'est fort, mais c'est grâce à mes maîtres qui sont présents ici. Le remerciement, c'est à mes maîtres.
représentants du ministère de la Santé, monsieur, madame de la direction du centre d'excellence, messieurs les enseignants-chercheurs, les chers professeurs qui sont présents, parmi eux mes maîtres, professeur Lama, présent, docteur Barry, messieurs les partenaires techniques et financiers, messieurs les participants, les chers participants qui sont présents ce matin pour cet atelier, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier consacré à la présentation de la comité ISIS et à la restitution des résultats de l'étude de base du projet Passeport. Il faut rappeler que la tenue de cet atelier marque une étape importante dans notre volonté commune, la volonté de renforcer la recherche, de renforcer la collaboration scientifique et de renforcer le partage de connaissances afin d'apporter des réponses pertinentes aux défis auxquels nos systèmes de santé et nos institutions sont confrontés. À noter également que les résultats de l'étude de base que nous allons découvrir aujourd'hui constituent une base essentielle pour orienter les actions futures, une base essentielle pour identifier les opportunités, une base essentielle pour mieux comprendre les obstacles à surmonter. Au nom de mes maîtres, nous souhaitons que cette rencontre soit un moment d'échange fructueux, que cette rencontre soit un moment de dialogue constructif, de réflexion collective, afin de renforcer les synergies entre les chercheurs, entre les institutions, entre les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans ce projet. Nous voudrons profiter pour vous remercier pour votre présence et votre engagement à cet atelier. Et au nom de nos maîtres, nous déclarons ouverts les travaux de ce présent atelier et nous vous remercions pour votre aimable attention. Pour cette ouverture. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre notre agenda du jour, permettez-moi de rappeler la présence également du professeur Hussein Fofana que je vous prie de rationner. Le professeur Bofanta également qui est parmi nous que je vous prie d'applaudir. Le docteur Sissé Mamadi également. Nous allons continuer donc avec la première présentation qui va porter sur la communauté E6, historique, vision, mission, buts, objectifs, axes d'intervention, structure, activité, qui sera faite par le coordinateur de la communauté en la personne du docteur Tababina Limono. Je vais demander donc à la loge, s'il vous plaît. Merci.
se retirer, mesdames et messieurs, mais ils reviennent. Docteur Tababina Benimono, vous êtes demandé pour la première présentation. Docteur Mina, s'il vous plaît. Docteur Mina, vous avez la parole. Merci, docteur Elsa Poche. Je voudrais revenir rapidement sur l'école qui m'a formé et qui me forme encore. Pour moi, c'est important. C'est vrai que j'ai un diplôme d'université obtenu à l'ISPER de Bordeaux, mais je suis formé à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. J'ai fait le master là-bas. Je continue là-bas encore pour mon doctorat. Et bien sûr, inscrit à l'université de Bruxelles aussi. Alors, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui et aussi pour la communauté de vous présenter la communauté E6. Cette présentation va donc suivre ce plan-ci. On va commencer par une historique, puis un aperçu où nous allons voir rapidement la composition, la justification, la vision, la mission, le but, l'objectif, les axes d'intervention et les activités réalisées à ce jour. Ensuite, nous allons faire un point sur les difficultés et les solutions qu'on a apportées à celles-ci. Et enfin, nous allons terminer par notre focus en 2026. Mesdames et messieurs, excusez pour cette interruption. Vu que nos maîtres ont un agenda très serré, nous allons vous demander amplement de sortir de la salle pour une photo de famille, ensuite de revenir pour poursuivre la présentation, s'il vous plaît.
Souriez.
intervention for us. Il a l'eau. D'accord. Docteur Mina, allez-y. Merci, Dr Aïssatou. J'ai le plaisir de vous présenter la communauté E6. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parcourir le plan ici présent. Nous commencerons par une historique, ensuite un aperçu où nous allons faire le point sur la composition de cette communauté, la justification, la vision, la mission, le but, l'objectif, les axes d'intervention et les activités réalisées à ce jour. Ensuite, nous allons faire un point sur les difficultés et les solutions alternatives trouvées. Enfin, nous allons vous parler de notre focus en 2013. Alors, tout est parti de notre intérêt pour l'apprentissage. Et cet apprentissage, lorsqu'il est appliqué à une organisation, alors on parle de l'organisation apprenante, et s'il est appliqué à un système, on parle de système apprenant. S'il est appliqué au système de santé, on parle de système de santé apprenant. Mais cet apprentissage
De quoi parlons-nous en réalité? Il y a plusieurs auteurs qui ont essayé de le définir. Il y a Fior et Lyons qui ont défini l'apprentissage comme étant le développement d'intuition, de connaissances et d'association entre les actions passées, l'efficacité de ces actions et les actions futures. C'est une très bonne définition que nous avons d'ailleurs adoptée. Toutefois, nous avons critiqué cette définition pour n'avoir pas explicitement ressorti le changement de comportement. En fait, s'il y a apprentissage, il y a changement de comportement. On n'a pas appris si on n'a pas changé de comportement. Voyons ce que Malpit et les collaborateurs ont proposé. Eux, ils ont défini l'apprentissage comme un processus ou un ensemble de processus qui sous-tendent les modifications de comportement survenant à la suite de l'expérience ou du contact avec l'environnement. Vous voyez, cette fois-ci, on a un changement de comportement qui sort explicitement. Nous avons également Lieberman en 2000 qui a aussi donné une définition à l'apprentissage comme étant un changement relativement permanent dans notre capacité à effectuer, changement dû à des types particuliers d'expérience. Alors, retournons ou peut-être concentrons-nous sur le système de santé. Il y a les travaux de David Gavin qui nous inspirent. Et dans ces travaux, il a donné une définition à une organisation apprenante qu'on applique au système de santé. Donc, Gavin dit que une organisation apprenante est une organisation habile dans la création, l'acquisition, l'interprétation, le transfert et la conservation des connaissances, ainsi que dans la modification objective de son comportement pour encore générer de nouvelles connaissances, de nouvelles idées ou intuitions. Donc, cette définition, c'est celle que nous appliquons au système de santé. Il convient de noter que nous sommes dans cet espace scientifique il y a 10 ans. Nous avons commencé en 2016 à travers le projet des Team, qui était une expérience qu'on a pilotée en Guinée et au Bénin, qui visait à mobiliser les équipes cadres des districts à coproduire les connaissances. Donc c'était une stratégie structurée qui comprenait 5 étapes, comme vous pouvez le voir. Alors ça commençait par l'identification d'un problème, puis l'élaboration des outils de collecte des données, la collecte des données elle-même. Ces données-là sont analysées, puis les résultats sont publiés sur une plateforme digitale. Et enfin, une discussion est organisée autour des résultats qui termine par une synthèse. Mais voyons ce qu'on observe en 2017. Il y a Aknif, qui est un auteur marocain, dans le cadre de sa recherche doctorale, qui s'intéresse au concept de système de santé apprenant et qui explore la littérature pour voir un peu ce qui existe en matière de système de santé apprenant. Alors, les résultats nous montrent que parmi tous les travaux, en tout cas en 2017, qui existaient dans la littérature, il n'y avait aucun travail, il n'y avait aucune recherche qui portait sur le système de santé apprenant et qui provenait des auteurs africains ou des chercheurs africains. Vous voyez, l'Afrique c'est zéro. Vous voyez? Donc en fait, en 2017, on voit les États-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Iran, l'Australie, le Népal, qui ont vraiment compris que pour renforcer un système de santé, il faut l'amener à apprendre. C'est le premier combat qu'il y a à faire. Et donc, au regard de ce résultat, on a pris l'initiative de documenter nos expériences. Et c'est ainsi que nous avons documenté notre expérience en Guinée et au Bénin avec ces articles que vous pouvez voir ici. Le premier article a été publié en 2019. Puis nous avons écrit un second article qui portait sur toute l'expérience, les leçons apprises. Et à la suite de cette documentation, il y a l'Alliance pour la recherche sur les politiques et systèmes de santé qui d'ailleurs nous soutient dans le projet que nous menons actuellement, le projet Passeport Guinée, dont les résultats vont
vous être présenté tout à l'heure. Alors, l'Alliance voulait voir le niveau de progrès avec les systèmes de santé apprenants à travers le monde. Et ce travail-là, pour ce travail, nous avons été contactés et nous avons contribué avec notre expérience en Guinée au Bénin, et c'est ce que vous pouvez voir ici. Et donc notre contribution est aussi accessible à travers ce lien ici. Et au niveau des pages 79-81, vous pouvez voir notre contribution. Dans ce rapport, il y a un cadre conceptuel qui a été proposé pour analyser l'apprentissage au niveau d'un système de santé. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs théories, plusieurs cadres proposés par divers auteurs. Donc, l'Alliance a pris l'initiative de parcourir toutes ces théories-là et faire une synthèse et sortir un cadre conceptuel plus solide. C'est ce que nous avons. Et ce cadre-là nous présente 3 dimensions d'apprentissage. Il y a les dimensions d'apprentissage. Il y a la dimension d'apprentissage à travers les groupes, les niveaux, et puis nous avons aussi l'apprentissage à travers les moyens. Alors, ce cadre a été publié en 2021 dans ce rapport, et donc en 2022, notre équipe utilise ce cadre-là pour l'appliquer en contexte réel pour la première fois. Et c'est là que nous avons analysé comment le système de santé guinéen avait appris de la réponse aux épidémies, depuis l'épidémie d'Ebola jusqu'au Covid-19, en passant par plusieurs autres épidémies, notamment l'épidémie de Lassa, la fièvre jaune, la méningite, il y a même la fièvre hémorragique Marou à Guéguédou. Il y a aussi Ebola qui est réapparu à Zérékoré en 2021. Donc on a passé tout ça là en revue. Et ça c'était en 2023. En 2024, il y a un autre groupe de chercheurs qui s'intéressent toujours au concept de système de santé apprenant et qui voulaient voir l'apport que les systèmes de santé apprenants ont vraiment fait dans le cadre de la réponse aux épidémies. Et ce que nous observons ici peut nous faire sourire, mais un sourire limité. Parce que vous voyez, nous partons d'un moment où l'Afrique n'avait vraiment pas abordé le concept. Ça, c'était en 2017. Et pour un autre moment, c'était en 2024, donc je crois que c'est 7 ans plus tard, où nous retrouvons 4 pays africains qui ont compris et qui ont embrassé le concept. Et parmi ces pays africains figure la Guinée. Et ça, c'est à travers notre travail que je viens de vous présenter. Alors, au regard de ces défis, nous nous sommes rendus compte qu'il faut vraiment s'investir, il faut mettre en place une communauté qui va être initiée par les Africains, avec les Africains, parce qu'on s'est dit que nul ne peut surmonter ce défi d'apprentissage systémique pour nous en Afrique si ce n'est pas nous-mêmes. Donc il faut des initiatives qui viennent des experts du Sud que nous sommes et qui sont mises en œuvre par nous-mêmes et en mettant l'Afrique au centre de cette priorité. Et donc, en faisant cela, alors, on fait la promotion de l'intelligence collective, ça nous permet de surmonter collectivement le défi de l'apprentissage systémique en Afrique, de pérenniser les efforts en espérant avoir un impact plus large et durable. C'est ainsi qu'est venue l'idée de mise en place ou de création de la communauté E6. On va maintenant voir un bref aperçu sur cette communauté E6 où nous allons commencer par nous poser la question pourquoi la communauté E6. C'est vrai que l'historique nous dit déjà assez, mais alors quel est le focus de la communauté E6? Qu'est-ce qui motive la mise en place de la communauté E6 explicitement? Donc, on va d'abord commencer par vous parler de la composition de cette communauté E6. La communauté E6 est une communauté de pratique et de réflexion stratégique. En fait, les communautés de pratique, il y en a à travers le monde, les think tanks aussi, il y en a bien sûr. Mais avoir un réseau qui combine les deux caractéristiques
c'est-à-dire la caractéristique de communauté de pratique et aussi de réflexion stratégique, la communauté E6 est la première en Afrique et donc l'une des rares à travers le monde. Donc, alors, nous ne nous contentons pas uniquement du partage d'expériences entre les membres, mais aussi on estime qu'à des moments critiques, à des moments donnés, nous devons saisir les problèmes du système de santé pour pouvoir apporter les méthodes, les solutions, en tout cas les propositions, et en venant en appui bien sûr aux autorités sanitaires. Et donc c'est un réseau multidisciplinaire de plus de 150 experts guinéens et africains qui est composé d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, de praticiens cliniques et de santé publique, de gestionnaires, de décideurs politiques et de jeunes professionnels. À ce jour, la communauté compte 79 titulaires de master, donc en termes de qualification. On a 71 diplômés d'État, diplômés de docteur d'État en médecine. Nous avons 19 titulaires, 19 doctorants, donc ceux qui font leur recherche doctorale. Nous avons 10 diplômés dans les différentes spécialités. Donc parmi nous, on a aussi des cliniciens. Nous avons également 9 qui ont un diplôme de licence et nous avons 4 qui sont titulaires d'un diplôme de doctorat. Et cette communauté a été créée en août 2024. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la motivation derrière la création de la communauté E6, c'est que nous avons constaté qu'il y a un problème qui persiste. Et c'est quoi ce problème? Il s'agit de la non-disponibilité ou faible disponibilité des informations et connaissances en santé en temps réel pour les prises de décision et les pratiques. C'est un problème qui est là depuis très longtemps. On pourrait même se permettre de dire que c'est un problème historique. On va le voir tout à l'heure avec une illustration qu'on va faire. Et donc, ce problème-là constitue l'un des principaux freins à l'efficacité du système de santé. Il y a même des experts qui se permettent de dire que lorsqu'un système de santé ne parvient pas à tirer profit de ces données, les données que le système de santé produit, que ce soit les données de routine, les données de recherche, alors il est impossible que ce système de santé devienne un système apprenant. Et donc tout ce dont on parle, la résilience, la performance, reste feu de paille. Il faut noter que ce n'est pas un problème qui est propre à l'Afrique, c'est un problème qui traverse plusieurs pays dans le monde, à travers le monde, mais que c'est plus accentué en Afrique, encore plus criard en Afrique francophone. On va illustrer le propos en prenant la politique nationale de santé qui a été élaborée en 2014. Regardez, cette politique-là, dans l'analyse du contexte du système de santé, mentionne clairement le problème. On voit ici informations et connaissances en santé non disponibles en temps réel pour les prises de décision. Et donc, à la suite de l'élaboration de cette politique nationale, a vu jour un plan national de développement sanitaire, le PNDS 2015-2024. Et ce document-là aussi ressort ce même problème dans l'analyse du contexte. Maintenant, voyons un peu ce qui s'est passé 10 ans après. Et donc, 10 ans après, lorsque le PNDS est arrivé à terme, il y a eu une revue qui a été réalisée, dont le rapport a été produit. Et qu'est-ce que ce rapport nous propose? Regardez dans le rapport, nous voyons une faible disponibilité des informations et des connaissances en santé en temps réel pour la prise de décision. Donc en fait, nous passons d'un moment où il n'y avait absolument aucune information et connaissance à un moment où il y a des informations et connaissances, mais très limitées. Voilà, donc on reconnaît quand même qu'il y a eu des progrès. Et ces progrès-là, on peut peut-être citer, par exemple, les avancées qu'il y a eu en matière de système d'information sanitaire, où nous passons d'un moment, c'est-à-dire au moment, dans la période avant Ebola,
où le système d'information sanitaire était carrément en version papier, à un moment où ce système d'information sanitaire a été digitalisé, donc on a l'existence du disque, et donc les données sont disponibles. Le problème, c'est l'usage qu'on fait de ces données. Et là, je pense qu'il faut citer peut-être les efforts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui utilise ces données pour produire des bulletins hebdomadaires dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Mais à part cet exemple, il y a peu d'autres exemples qu'on peut citer. Donc le problème, il est là encore. Ce rapport nous propose des recommandations d'amélioration et parmi lesquelles 3 attirent particulièrement notre attention. Il y a la recommandation 3, la recommandation 9 et la 10e. Au niveau de la recommandation 3, nous voyons qu'il faut en fait mettre en place un cadre ou des cadres de dialogue et de concertation entre les services de santé à tous les niveaux. Et ça s'aligne parfaitement sur ce que la communauté des CIS ambitionne de réussir. Il y a la recommandation 9 qui s'adresse à la recherche. Donc ça met l'accent sur la valorisation de la recherche, y compris les résultats de ces recherches-là. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Et le financement est même pris en compte, la formation, le renforcement de capacités, ce qui est assez important. Le 10e point, la 10e recommandation, alors on met le focus sur la qualité des données. Et ça, c'est assez important pour nous. On ne peut pas parler de système de santé apprenant en voulant utiliser des données de routine si ces données-là ne sont pas de qualité. Voilà, donc ça, ce sont des recommandations qui ont particulièrement attiré notre attention. Alors, au regard de toutes ces observations, nous nous sommes assignés une vision claire. C'est celle de devenir un accélérateur du système de santé apprenant en Guinée et en Afrique, où l'apprentissage continue, alimenté par les données probantes, les discussions collectives, les expériences, que ce soit nos propres expériences, les expériences d'autres pays ou d'autres systèmes de santé, les boucles d'apprentissage, que cela renforce durablement les pratiques, les stratégies et les politiques de santé. Nous avons pour mission donc de structurer et animer une dynamique d'apprentissage collectif qui favorise la coproduction, le partage et l'utilisation des connaissances entre acteurs du système de santé. En fin de compte, pour contribuer au renforcement des systèmes de santé en Afrique. L'objectif est donc clair, c'est celui de promouvoir une culture d'apprentissage et de collaboration. C'est un gros défi. On aura peut-être l'occasion de détailler ça. Mais on s'attaque à un objectif qui est vraiment très défiant, hein, la culture d'apprentissage et de collaboration. Donc, à travers cette promotion, nous voulons faciliter les échanges entre chercheurs, praticiens et décideurs pour éclairer et améliorer les politiques et les pratiques de santé. Nous avons des valeurs. C'est notamment l'apprentissage continu, la collaboration, la rigueur scientifique, la transparence, l'équité, la responsabilité et l'innovation. Nous avons 4 axes d'intervention. Le premier concerne la traduction des résultats de recherche. L'évidence nous montre que, le manque de traduction des résultats de recherche ou l'insuffisance de traduction des résultats de recherche en politique et en pratique fait que les résultats de recherche ne sont pas utilisés. Cette traduction voudrait dire qu'il faut vraiment présenter les résultats dans des formats qui sont plus compréhensibles par les décideurs. Des formats qu'ils comprennent, avec des messages clairs qu'ils comprennent, sur lesquels ou sur la base desquels ils peuvent vraiment tout de suite prendre des décisions. Donc ça, c'est notre premier axe d'intervention. Et on a déjà commencé à travailler sur cet axe-là, notamment à travers des renforcements de capacités au sein de la communauté E6, la production de communication sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et LinkedIn, et nous prévoyons aussi organiser un atelier de renforcement de capacités en conduite rapide des revues
de la littérature, bien sûr, en s'appuyant sur les priorités politiques. Le deuxième axe d'intervention porte sur la facilitation de l'apprentissage au niveau des districts sanitaires. Ici, nous voulons vraiment transformer les districts de santé en des systèmes de santé apprenants à travers une stratégie qui est déjà prouvée, la stratégie District Team Plus. Le troisième axe d'intervention porte sur les revues scientifiques locales. Ici, nous avons une réflexion partagée entre la création de nouvelles revues scientifiques locales crédibles et le renforcement de la capacité de celles qui existent. Donc pour l'heure, alors, les réflexions continuent. Il faut noter que nous n'avons pas d'abord abordé la mise en œuvre de ce axe-là, mais on se prépare déjà. Donc ici, en fait, il s'agit d'encourager la production et la publication scientifique locale pour renforcer les systèmes nationaux de santé. Nous avons le dernier axe d'intervention qui porte sur la promotion de l'intégration des diplômés des facultés des sciences et techniques de la santé dans les systèmes de santé. Ici, il s'agit d'encourager la prise en compte de l'application des connaissances et compétences acquises par les diplômés et l'impact. Le constat aujourd'hui est que, d'abord, il faut dire que le focus que nous mettons sur les facultés des sciences et techniques de la santé s'explique par le fait que ce sont ces facultés-là qui produisent la majorité des acteurs du système de santé. Et donc, pour nous, les curricula de formation au niveau de ces facultés-là devraient aller au-delà de l'octroi du diplôme pour s'intéresser à la période après acquisition du diplôme. Donc, c'est à cette étape-là que nous nous attaquons. Et là, donc, on prévoit engager des dialogues avec les autorités des facultés des sciences et techniques de la santé, et puis en leur proposant des stratégies que nous avons. Les activités réalisées en 2025. Il faut dire que aussi que tout au début, nous nous sommes attelés à la mise en place des équipes de travail. Nous avons commencé par mettre en place un comité de réflexion de 14 membres qui est donc l'organe suprême de la communauté, cet organe-là qui prend les décisions stratégiques. Nous avons aussi un comité de coordination de 28 membres. Nous avons aussi des termes de référence du comité de coordination. Nous avons également une charte graphique. Nous avons mis en place 6 groupes thématiques avec des facilitateurs. Nous avons un groupe thématique qui porte sur les politiques et systèmes de santé, y compris en prenant en compte le changement climatique, un autre groupe sur les maladies infectieuses, épidémies et insuffisance santé, un groupe thématique sur la vaccination, la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, un autre sur la santé sexuelle, un autre sur la santé communautaire. Nous croyons avoir vraiment pris tout. Voilà. Pour ce départ, en tenant compte des ressources que nous avons, des ressources encore limitées, alors on bouge avec 6 groupes thématiques. Au fil du temps, quand nous arrivons à mobiliser plus de ressources, il y a des groupes qu'on va vraiment on va éclater, comme par exemple les politiques et systèmes de santé et changement climatique. Nous pourrons par exemple éclater ça pour aligner les groupes sur les 6 piliers du système de santé. Sur le plan structurel et organisationnel, nous avons déjà initié des réflexions par rapport à l'élaboration de notre théorie du changement. Donc, ce que vous voyez là, je pense qu'il faut mentionner que Dr Aïssatou, qui est la maîtresse de cérémonie, figure parmi les membres ici, ceux qui ont vraiment contribué à l'établissement des premières idées visant donc à développer notre théorie du changement. C'est elle qui est là. Il y a Aminata aussi qui est dans cette salle. Voilà, il y a Gabriel, il y a Oulari. Sur le plan de la communication, nous avons mis en place un groupe WhatsApp pour faciliter la communication entre les différents membres, où nous avons à ce jour 176 membres, comme vous pouvez le voir. Nous avons aussi, à un moment donné, mis en place une plateforme Discord qui nous permet alors de faire des discussions structurées à travers les forums de discussion. Ensuite, nous avons une page LinkedIn, une page Facebook.
c'est là que nous publions les communications que nous produisons autour des différents résultats de recherche. Nous avons également toujours sur le plan de la communication une page X. X c'est l'ex-Twitter. Toujours sur le plan de la communication, nous avons très tôt organisé en février 2024 un webinaire, 25 plutôt, un webinaire qui visait à expliquer le concept d'apprentissage, puisque tout ce que nous faisons, comme il a été très tôt mentionné au niveau de l'historique, alors ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est vraiment nos intérêts pour l'apprentissage. Donc pour nous, il était important d'expliquer ce concept d'apprentissage pour qu'on ait une compréhension partagée, une compréhension commune de ce concept-là au sein de la communauté. Donc on a très tôt organisé ce webinaire-là, où j'étais le conférencier. Ensuite, il y a un second webinaire qu'on a organisé. C'était un webinaire dont le lead était mené par un groupe thématique que nous avons, le groupe thématique sur la vaccination, et où nous avons eu l'honneur d'accueillir le Dr Béa, le directeur du Centre national de formation et de recherche en santé rurale, comme conférencier. Et à ses côtés était aussi Dr Numa Nestor Lieno, qui évolue, je crois, au PER. Voilà. Sur le plan de la collaboration, nous avons initié une collaboration avec l'OMS Guinée. Et donc, alors on s'entend déjà travailler ensemble sur l'axe 2, notre axe 2 d'intervention, qu'on va mettre en œuvre cette année et pour lequel d'ailleurs il y a déjà des actions qui ont débuté. Et voilà. Toujours sur le plan de la collaboration, nous avons aussi engagé des démarches auprès de l'Institut national de santé publique. Nous leur avons adressé une demande de partenariat avec un protocole d'accord et des documents sur lesquels nous attendons leur retour. Nous avons également présenté la communauté ici à la cellule REMAO Guinée. Donc REMAO, c'est au réseau des étudiants de médecine de l'Afrique de l'Ouest. Pour nous, c'était vraiment d'anticiper la relève et assurer la pérennité de cette initiative-là. Parce qu'il se pourrait à un moment donné que des personnes qui sont de cette communauté passent à autre chose, ou peut-être pour d'autres raisons, voilà. Mais il faut penser tout de suite à la relève. Et la relève, c'est vraiment ces jeunes-là. Sur le plan de la mobilisation des ressources, nous avons écrit un projet qui a été accepté par l'Alliance pour la recherche sur les politiques et systèmes de santé. C'est ce projet-là qui s'appelle Passeport Guinée, un projet dans le cadre duquel il y a eu une étude de base dont on va vous présenter les résultats aujourd'hui. Et donc, ce projet est financé par l'OMS Genève et ce projet nous appuie à la mise en œuvre de l'axe 1 et de l'axe 2. Par rapport à la mise en œuvre de l'axe 1, nous avons déjà organisé des sessions de formation en présentiel, mais aussi en ligne, comme vous pouvez le constater. Et toujours dans le cadre du même axe, nous avons développé des modèles de documents. Par exemple, on a un modèle de rapport que les groupes thématiques utilisent. Donc des rapports mensuels que les facilitateurs de groupes produisent par mois. Nous avons également produit un modèle de communication des résultats de recherche sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn et Facebook. Par rapport à la mise en œuvre de l'axe 2, la stratégie que nous allons utiliser, c'est celle que nous avons en face de nous, donc la stratégie District Team Plus. Le plus veut dire qu'il s'agit d'une stratégie améliorée, parce qu'en fait c'est la version améliorée de la stratégie qu'on a mise en œuvre en 2016-2017, quand on a embrassé le concept de système de santé apprenant. Donc sur la base des enseignements qu'on a tirés sur la mise en œuvre de cette stratégie, on a amélioré la stratégie elle-même, parce que la première stratégie avait juste 5 étapes, maintenant celle-ci-là comporte 6 étapes. C'est-à-dire que la stratégie qu'on a pilotée en 2016 se limitait juste à la production des connaissances. Il s'agissait de mobiliser les équipes caractéristiques à produire les connaissances. Ça a été vraiment prouvé.
Voilà. Mais l'application de ces connaissances-là, on n'avait pas regardé cela. Donc la stratégie actuelle, alors, intègre une étape qui s'intéresse à l'application des connaissances pour alors la prise de décision et l'action. Et donc cette stratégie-là prévoit également l'utilisation des données du DIS2, puisque tout part de l'identification d'un problème de santé ou d'un problème du système de santé, selon la nature du problème qui va être identifié à la base. Alors, soit on a des données du DIS2 qui permettent d'apporter des solutions, et sinon, on conduit des recherches, voilà, et dont les résultats peuvent vraiment aborder le problème. Et on regarde également, avant de proposer, de conduire une nouvelle étude, est-ce qu'il n'y a pas déjà une recherche menée dont les résultats peut-être ne sont pas exploités, qu'on pourrait utiliser. Donc en fait, c'est une stratégie complète, hein, et donc pour la mise en œuvre de cette stratégie, il faut une plateforme digitale, et je pense qu'on a déjà, oui, on a déjà développé cette plateforme que je vais vous présenter clairement dans la diapo qui suit. Et il s'agit de la plateforme ESIS Afrique dont vous avez une vue, et le lien il est en bas, et même si vous partez sur Google, vous tapez ESIS Afrique, vous pouvez avoir accès à la plateforme en question. En termes de difficultés, il faut dire que les difficultés sont essentiellement internes au sein de la communauté pour l'instant. Donc, il y a la plateforme Discord qu'on avait identifiée à un moment donné, mais très tôt qui nous a déçus parce qu'on a rencontré des difficultés d'accès et qu'on a abandonné. Il y a aussi des difficultés de production de bonne communication pour LinkedIn et Facebook, malgré la formation qu'on avait organisée. Et là, la solution qu'on a trouvée, c'était de mettre en place des modèles. Quoi. Donc aujourd'hui, les groupes thématiques produisent de très bonnes communications en suivant ces modèles. Il y a des difficultés de fonctionnement des groupes thématiques parce que certains facilitateurs étaient silencieux à des moments donnés. Et voilà. Mais là aussi, on a fait des ajustements. Il y a des facilitateurs qui ont eu des co-facilitateurs, donc des appuis, et d'autres ont été carrément remplacés. Et il y a aussi le non-respect de l'heure des réunions, qui est un problème réel, hein, peut-être génétique, on dirait. Voilà. Donc, mais nous, puisque nous sommes une communauté d'apprentissage, on apprend, on va intensifier la sensibilisation. En tant qu'expert, il faut en fait qu'on donne l'exemple de ce qu'on prêche, quoi. Donc, il faut que ça change au sein de la communauté. Donc, on continue à sensibiliser. Et il y a aussi certains membres de la communauté qui sont là, mais qui ne s'engagent dans aucune activité. Bon. Tout de même, on a décidé de les maintenir parce qu'ils peuvent être utiles à un moment donné du parcours de la communauté. Il y a aussi des collaborations très difficiles avec certains membres. Là, nous avons pris la résolution d'avancer avec les membres qui sont disponibles. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. Et je pense qu'on va continuer à avancer en apprenant et en s'adaptant avec le temps. Alors, en 2026, qu'est-ce que nous prévoyons faire? Premièrement, nous voulons formaliser les collaborations ou les partenariats qu'on a déjà démarrés, notamment avec l'OMS Guinée et l'Institut national de santé publique. Et nous allons continuer la création d'autres partenariats, notamment avec le CERFIG, avec l'ANSS, avec Enaber, Effectif France, la société civile, ainsi de suite. Et nous allons aussi continuer les activités de l'Axe 1, notamment les sessions de formation sur la communication efficace, la conduite de revues rapides pour fournir aux décideurs politiques les données qu'ils ont besoin en temps réel pour la prise de décision. Donc on prévoit conduire 5 à 6 revues et puis produire des communications sur ces revues. Il y a l'axe 2 qu'on va aussi mettre en œuvre. Et voilà, ensuite on va développer nos théories du changement. On va continuer à mobiliser des ressources pour anticiper la fin du projet Passeport Guinée. Le projet Passeport Guinée va finir en décembre de cette année. Donc il faut vraiment anticiper cette fin-là pour ne pas que la communauté craigne. Et aussi avancer sur l'axe 3. Donc nous prévoyons également de documenter, parce que la documentation est importante. On a vu tout à l'heure quand en 2024 il n'y avait que 4 pays africains qui ont leur
leurs expériences sur les systèmes de santé apprenant publiés dans la littérature. Ça ne veut pas dire que les pays africains peut-être n'apprennent pas, ou les systèmes de santé des pays africains n'apprennent pas. Mais le problème, c'est probablement le fait que ces expériences ne soient pas documentées, publiées. Donc nous, on a pris la résolution de documenter systématiquement nos expériences. La preuve est que même les résultats qu'on va vous présenter tout à l'heure, ces 5 résultats, on a pris l'initiative d'écrire un article sur chaque résultat. Voilà. Donc je vous invite gentiment et très respectueusement à rejoindre votre communauté ici en scannant seulement ce code QR. Je vous remercie de votre élément d'attention. Merci beaucoup, Dr. Mouna, pour cette présentation. Nous allons prendre une petite pause, s'il vous plaît, et ensuite on va reprendre. Comme on le dit dans le jargon, la pause est posée, mesdames et messieurs. Nous avons prévu à emporter pour vous. Ceux qui ne gênent pas, vous pouvez aller vous servir. Mais pour ceux qui gênent spécifiquement, nous avons des plats à emporter. S'il vous plaît, nous avons tenu comme tout le monde. Bonjour, Monsieur Faya. Comment vous allez?